que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais bien. Je me prépare à vous retrouver très vite. Resté loin des caméras depuis son AVC, la campagne présidentielle de 2023 a marqué le grand retour d'Ali Bongo sur le devant de la scène. Voilà, Ali Bongo et avant lui Omar Bongo, 55 ans à la tête d'un des États africains les plus riches, notamment grâce au pétrole, mais un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, un chômage qui dépasse 40%, c'est un bilan extrêmement négatif, Francis Patindé. Alors moi j'ai fait une année scolaire au Gabon, quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai même passé le bac au Gabon, et c'est un pays scandaleusement riche. Pétrole, mais ça c'est le bois, l'eau, le manganèse, le bauxite, ils ont tout pour être heureux. Ils ont tout, et la population, et ils ne sont pas nombreux. Bon, à l'époque, quand j'y vivais, ils n'étaient pas 1 million. Aujourd'hui, grosso modo, ils sont quoi, 4 millions peut-être. Un peu moins, je crois, encore, et encore. Ouais. Et encore. Donc, il y a de quoi bâtir, comme les Émirats du Golfe, quelque chose d'assez... Mais non, il y a une différence scandaleuse entre les possédants et le reste de la population. Le social ne suit pas, les gens vivent dans des cabanons, vous voyez, c'est vraiment, c'est scandaleux. Bon, toutefois, les militaires au pouvoir, c'est pas la garantie d'un partage du pouvoir. Hein. Non, bien sûr, c'est pas la garantie d'un partage du pouvoir, parce que justement, dans ces pays-là, il peut y avoir, dans ces pays, ce que je veux dire, dans les pays à rente pétrolière, dans les pays à grande richesse, il y a souvent l'attrait de la captation de richesse. Et la difficulté, c'est certainement dans une bonne gouvernance, d'arriver à trouver l'équilibre entre le fait que vous gardez une partie de la richesse et ensuite vous en redistribuez une autre au pays. C'est-à-dire que vous prenez en compte la redistribution. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît parfaitement par certains moments. On voit aujourd'hui qu'en plus, il y a eu tous les accords qui ont été passés avec la Chine, tous les accords commerciaux qui ont été passés avec la Chine, qui du coup a donné en plus énormément de crédibilité à Omar Bongo, parce que quand il a fait sa visite d'État, il est allé se déplacer et il a passé 3 jours pleins avec le président Xi Jinping. 3 jours, c'est le temps qu'a passé aussi le président Macron. C'est pour vous dire que du coup, il y a la volonté de garder cet allié, de gagner ces denrées économiques, d'avoir ce partage. Et donc, évidemment, pour tout ça, c'est observé de la part de la population comme étant un fait acquis, comme étant quelque chose qui fait qu'on est un peu maudit. Donc, il faut passer sur une autre étape, mais toute la difficulté va être une difficulté de dire il faut rassurer ceux qui ont pris le pouvoir, parce que classiquement, les gens se rassurent en faisant quand même de la captation de biens, mais il faut ensuite redistribuer à l'ensemble de la population. Et rassurer aussi la communauté internationale. Les militaires ont réaffirmé, disent-ils, leur rattachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Je vous propose d'écouter d'abord Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement français, réaction qui est intervenue à l'issue du Conseil des ministres ce midi. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Voilà, nous surveillons la situation avec attention. Pas de déclaration officielle du chef de l'État, d'Emmanuel Macron. C'est une nouvelle crise pour la France, après le Niger, après le Mali, après le Burkina Faso. Francis, peut-être. Alors, moi, je ne crois pas que ce soit une crise de la même ampleur que tout ce qui se passe au Sahel. Chaque coup d'État, comme Armel disait tout à l'heure, chaque coup d'État a son ADN, a sa raison et tout. Et donc, je ne crois pas du tout. La France ne peut pas, après le discours qu'on a entendu de M. Macron il y a quelques jours, ne pas condamner ce coup d'État. C'est le minimum qu'on attendait. Mais je ne crois pas. Moi, je trouve que cette condamnation manque de véhémence, manque d'un peu de punch. Vous voyez, donc c'est assez tiède comme condamnation, parce que la France sait également, parce qu'elle est là-bas, elle a une base permanente, elle sait... 400 militaires au Gabon. Oui, 450 ou 350, elle sait qu'il y a un malaise social dans ce pays, qu'il y a un mal-vivre, et qu'en fait, c'est un mal-vivre qui peut se retourner contre elle. La réaction de la France trop timorée, Armel? Réaction de la France quand même, hein. La condamnation, c'est voilà, elle arrive à minimum. Ah oui,
je trouvais que c'était effectivement assez fin comme analyse, le fait qu'il n'y ait pas plus de véhémence et qu'il y ait effectivement une condamnation importante parce qu'en droit international il y a condamnation et que c'est vrai que les intérêts français sont en plus présents, comme vous le rappeliez, presque 400 militaires, il y a une base qui est là, et il y a aussi évidemment Total par exemple, il y a des entreprises qui sont sur place, il y a donc des Français qui y travaillent avec, tout de suite d'ailleurs les services de sécurité ont rassuré les personnes qui travaillent là-bas en disant nous serons en état d'assurer votre sécurité. Donc bien C'est la évidemment, priorité dit Total, d'assurer la sécurité de ses employés, de ses opérations. bien évidemment, et ça fait partie des choses. Comme les Chinois vont aussi avoir une continuité par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais la petite différence, mais là c'est parce qu'on est journaliste, c'est pas parce qu'on est politique, sinon on pourrait pas le dire. La petite différence, c'est qu'effectivement, on est quand même dans un pays où il y a une famille qui depuis 50 ans est au pouvoir et que donc du coup, la capacité à un moment donné de rêver d'autre chose et surtout à partir du moment donné où on a vu, puisque je parlais de droit international, que les élections s'étaient faites de façon très j'allais dire très abritée, hein, pour prendre un terme assez calme, puisqu'on n'avait pas de médiateur international pour regarder ni de presse ni d'internet, ça laisse effectivement augurer sur l'élection. C'est une page aussi qui se tourne pour la France. Rappelons quand même que la France et le Gabon, c'était le cœur de la France-Afrique sous l'ère Mitterrand, sous l'ère Chirac. C'était une province française, il y a quelques années, beaucoup plus sous le père Bongo. Mais bon, c'est vrai que cette page, elle se tournera. Vous aurez remarqué que les gens en Afrique n'attaquent pas les Français résidant là-bas, qui travaillent. Et tout ça. Sauf il y a eu des cas au Sénégal, parce que bon, c'était. Sinon, dans le Sahel, ils n'attaquent pas les populations. Ils attaquent, ils vitupèrent un système français. France-Afrique, qu'on l'appelle France-Afrique, ou un système de... quand même, il y a eu beaucoup de prédation, parce qu'à l'époque, il y a eu les sociétés françaises se servaient là-bas. Donc il n'y a pas ce discours anti-français qu'on retrouve au Sahel. Il y a un discours, même au Gabon, ils sont bonhommes, et tout ça, c'est pas contre la France que ça se passe. Mais au Sahel, c'est différent. C'est un schéma totalement différent de ce qui vient se passer au... Ceci dit, il faut faire très attention, comme disait Armel tout à l'heure, il y a des dinosaures en Afrique centrale, et ce qui peut arriver en Afrique centrale risque d'être pire que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, en Afrique centrale, RDC. Non, mais RDC, on va laisser, c'est l'ancienne colonie belge, donc on va les laisser de côté. Je parle des colonies françaises, je parle du Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 92. Qui est là, non, depuis 82, 1982, j'ai donné 10 ans. Il hante les allées du pouvoir depuis 1962, quand il a fini à Sciences Po Paris. Vous voyez, donc c'est des gens qui sont au pouvoir depuis trop longtemps, qui sont vieillissants, qui sont plus réactifs, et la famille Magouille a les maintenir en vie, et il y a même des velléités de succession dynastique là-bas. Vous voyez, ça c'est dangereux. C'est ça qui est porteur. C'est pas la manipulation des Russes et des autres, ça vient après. Ils surfent sur une vague qui existe, sur une situation qui existe, et cette situation, on est tous au courant. Ce qui se passe en Afrique centrale, scandaleusement riche, mais trop de dinosaures. Attention, mandat de trop. Merci Francis Patindé, merci Armel Charrier pour votre commentaire sur France 24. On passe aux autres réactions après ce coup d'État qui est toujours en cours au Gabon. La plupart des chancelleries font part de leurs inquiétudes. On a entendu la version de la France. La Russie se dit profondément préoccupée. La Chine appelle à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Petit florilège. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays, à résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre moral et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo afin de préserver la paix et la stabilité nationale. Les informations sont confuses. J'ai appris la nouvelle tôt ce matin. Si cela se confirme, ce sera un nouveau coup d'État militaire qui accentuera l'instabilité dans toute la région. Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas plus d'informations, mais c'est certainement une question qui sera mise sur la table et dont nous discuterons. Et on poursuit notre série de réactions, cette fois au Tchad, pays qui reste épargné par cette contagion de putsch, comme le dit Emmanuel Macron. Mamadou Djintebaye, vous êtes à N'Djamena pour France 24, bonjour à vous. Comment est-ce qu'on appréhende ce coup d'État au Gabon? Alors, de l'avis des autorités officielles, il n'est pas encore lieu de faire un commentaire. On a essayé de joindre plusieurs d'entre eux. Je pense que les autorités attendent de voir un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement.
actuellement à Libreville. Mais plusieurs analystes autres, c'est-à-dire à qui j'ai parlé, pour eux, ce n'était pas une surprise parce que déjà la contestation qu'il y a eu de l'élection, le fait que le pays a été mis sous verrou, ça s'apparentait à une opération de matage de l'opposition. Donc les gens s'attendaient à ce que d'un moment, ça allait basculer. Est-ce une actualité dont parlent les Tchadiens ou pas? Est-ce que je peux bien suivre? Est-ce que les Tchadiens en parlent de ce qui se passe au Gabon? Bien sûr, ils en parlent, c'est pour ça. Donc j'ai interviewé plusieurs analystes, même des citoyens, et on voit les réactions sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quelque chose qui intéresse, c'est-à-dire parce que le Gabon demeure un pays important de notre sous-région à travers l'organisation qui est la CEMAC. Merci beaucoup Mamadou Djintebaye pour votre commentaire depuis N'Djamena au Tchad. On revient donc dans quelques minutes pour la suite de ce coup d'État, ce putsch au Gabon. Le président Bongo, vous l'avez entendu, appelle dans une vidéo ses amis à faire du bruit après sa chute la nuit dernière. A tout de suite sur France 24.